Beyrouth est une ville grouillante, chaotique, foisonnante, oppressante. Et au bout de quelques jours ici, on a immanquablement envie de prendre l'air, de s'échapper. En été, les Beyrouthins fuient la chaleur et l'humidité pour s'installer à la montagne toute proche. Ou bien, ils vont se rafraîchir sur les plages au nord ou au sud de la capitale. Pour cette journée, j'ai décidé de faire comme eux. J'ai décidé d'aller respirer aux alentours de Beyrouth. D'abord, je prends la direction du nord pour découvrir le village de Batroun, petit havre de paix et de douceur de vivre au bord de la Méditerranée. Puis j'irai jouer la spéléologue dans les magnifiques grottes de Geïta, candidate pour devenir l'une des 7 nouvelles merveilles du monde. Enfin, je visiterai les vignes de Bahamdoun, où l'on élève un grand vin, le vin de la Renaissance, sur une terre marquée par les blessures du passé. Mais j'ai commencé ce périple aux alentours de Beyrouth, en passant par la banlieue de Daoura. On m'a dit qu'ici, je pourrais rencontrer un homme reconnu dans le monde entier pour être un des meilleurs fabricants de voitures blindées. C'est Yahya Menara. Il a pour clients les ministres et les diplomates du pays et exporte ses voitures un peu partout dans le monde. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? C'est bien vous-même. Oui, Bonjour. ça va. Comment vous avez acquis une telle réputation? Parce que ça fait 40 ans qu'on travaille jour et nuit. C'est là où on fabrique nos voitures. Moi, je m'attendais à une usine, un truc énorme. Là, les gens, non, nous ne sommes pas un supermarket. Nous sommes Ah une oui. boutique. C'est sur mesure. On démonte toute la voiture à l'intérieur. On commence à mettre du fer tout autour. Puis on ajoute celle-là. C'est encore de l'acier, mais on le couvre avec un tissu pour que s'il y a une explosion, que Oui. la porte et le vitre ne rentrent pas à l'intérieur de la voiture. D'accord. Je peux vous faire voir là. Oui? C'est pour les voitures à venir. Vous voyez la tournure là? Ouais, la C'est le forme. mouvement, la forme, oui. Et ça, c'est pour casser la vitesse des balles. Et le vent de l'explosion, les deux. Ah, Oui. d'accord. Le fini est parfait à l'intérieur. Vous pouvez On dirait une voir voiture normale, quoi. comme une voiture normale, exactement. C'est un tank, mais habillé en Mercedes. Et même, il faut voir, chaque porte pèse à peu près 130 kilos et faire comme ça comme une voiture normale. Regarde. Ouais. Cette voiture-là, c'est le niveau B7. C'est le maximum. Non, il y a un peu plus Ah encore. Oui. Pour les présidents, B7, c'est l'épaisseur. En fait, c'est 7 cm de vitre, c'est ça? c'est ça. Et il n'y a jamais eu de problème? Jusqu'à présent, On touche du bois? on touche du bois. Oui. Il n'y a jamais eu de problème. Oui, j'ai sauvé jusqu'à présent 5 vies. Qu'est-ce qui leur est arrivé, en 2 mots? Explosion. Explosion. 3 explosions et 2 tirs des grandes balles. Tir sur la voiture. Si une balle sort des fabricants qui est extraordinaire et vous avez une voiture de chez moi, je vous appelle, je dis, il faut Changer les ajouter. vitres? Oui, il faut ajouter et changer les vitres. Oui, donc vous êtes obligé de vous tenir au courant de tout ce qui se fait Oui, en matière de... parce que le contrat, c'est pas avoir de l'argent. Vous me donnez votre vie, c'est pas l'argent. Je vous donne la sécurité dans votre voiture. D'accord. C'est votre vie. Mais bon, en même temps, si on tire sur les pneus, la voiture ne peut plus avancer. Mais si, ce sont des pneus anti-balles. Et quand le pneu extérieur s'évapore, mort, on roule sur On peut rouler oui. là-dessus. Avec une balle normale, ne fait rien du tout. Avec tête blindée, ça rentre. Regardez, la balle est toujours là. Regardez de l'extérieur. Il n'y a rien du tout qui passe. Ils ont tiré 150 balles, Kalachnikov 15 balles, M16 55, M4 31 et Sniper 3 balles.
c'est la peinture de ma femme. Ah, tout de suite, c'est plus léger, hein. Et dites-moi, vous vendez combien de voitures par an environ? J'ai jamais fait plus que 80 voitures par an. Ah, c'est pas beaucoup. À chaque voiture que je blende, c'est comme si je vis avec elle comme un de mes enfants. Regardez, c'est comme une voiture normale. Waouh! Attention, on va On a décoller. la grande vitesse. On fait tout. Regardez comment ça tient la route. Ça tient. Alors, on est où, là? Chez la gendarmerie. C'est D'accord. là où on teste la plupart du temps les voitures qu'on... Quand il y a quelque chose de nouveau, que vous voulez vous Exactement. assurer de la sécurité? Apparemment, c'est le monsieur qui va tirer, on dirait. Hein. Normalement, il n'aime pas être filmé. C'est maintenant que je vais décider de si j'achète une voiture chez vous ou pas. Bien, j'espère bien. On va voir. On va voir. Voyez, vous êtes sain et sauf à l'intérieur. Passez votre bain. Oui, madame. Ah, il n'y a rien, Il n'y a rien du tout. rien. Bon, ben voilà. Hein. Oui. Il n'y a que de verre qui sort. Je vous laisse avec vos amis Oui, merci. et je vais partir sur d'autres aventures. Hein. Oui, À ok. bientôt. Au revoir. Au revoir. Après cette petite séance de tir à balles réelles, le besoin d'un peu de paix et de sérénité se fait sentir. Direction le nord, à 50 km de Beyrouth sur la côte, on trouve Batroun. C'est un petit village datant du 3e millénaire avant Jésus-Christ, dont les maisons et les ruelles sont classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. Pour me faire visiter cette merveille, je vais à la rencontre de Georges Rabaz. C'est un acteur très populaire au Liban et c'est aussi un enfant du pays. Il m'a donné rendez-vous dans un café du quartier moderne de Batroun. Bonjour Georges. Bonjour Emma, ça va? Ça va et toi? Bienvenue à Batroun. Merci. Je vous en prie. Alors c'est ton village de naissance ici? Oui. C'est mon pays natal. Bon, et tu es resté jusqu'à quel âge? Jusqu'à 17 ans. D'accord. Et ensuite, tu as été à Beyrouth? À Beyrouth, Ouais. oui. Et tu es resté attaché à Batroun? Oui, tout le Pourquoi? temps. Tout le temps. C'est mon pays, il y a des mantotes. C'est ici que j'ai grandi, c'est ici que j'ai mes amis. J'ai un lien fort avec la terre et les maisons. Eh écoute, j'ai hâte de visiter le vieux Batroun. Ici, c'est le vieux Batroun. On peut le voir aux pierres. Ah ouais, dis donc, bien sûr. Regarde cette pierre. Ils ont construit avec tout ce qu'ils trouvaient. C'est des pierres très vieilles. Elle a des milliers d'années, celle-là. On dit qu'il y a une autre ville en dessous de Batroun. Regarde cette ouverture. Il y avait la porte d'une ancienne maison qui est maintenant sous la terre. Ah, je comprends. Ok. Ah ouais, juste là. Ça, par exemple, c'était la fenêtre d'une maison. Oui. Maintenant, elle est au ras du sol. Père Brahim, restez assis. Restez assis. Père Brahim, je vous présente Emma. Bonjour, mon père. Le Père Brahim est le prêtre du monastère orthodoxe de Batroun. Ah, très bien. Pour vous, c'est quoi la plus belle chose ici à Batroun? Ce sont les gens. Peuple. Oui, le peuple, c'est tout. On dit que Batroun a été construite par un créateur de merveilles. On est arrivé à l'église. C'est une église ancienne. Et ici, tu as la mer. Mais c'est magnifique, Georges, c'est pas possible. Ça, c'est les anciens murs phéniciens, ça. Oui, effectivement, ce sont les anciens remparts phéniciens. Ils les ont construits pour se protéger des envahisseurs étrangers.
Dès que je me sens sous pression dans mon travail, je reviens ici. Je prends l'air, je m'assois ici. Je vais me mettre sur mon pylône à moi. Hein. Attends. Attends. Je vais faire comme toi. Nous sommes arrivés à l'église. Cette église est une église miraculeuse. Autrefois, il y avait un marin grec perdu dans la mer. La Vierge lui est apparue comme une lumière. Il l'a suivi et a atteint le rivage. Elle lui a dit, « Vu que je t'ai sauvé, tu ne peux pas partir sans avoir construit une église. » Et il l'a construite. Si tu fais un vœu avec sincérité et avec de la foi, alors il s'exaucera. Alors, où est-ce qu'il faut que j'aille faire mon vœu? Viens avec moi, par là. Tu prends cette bougie, tu l'allumes, tu fais le signe de la croix et tu fais ton vœu d'une façon très simple, très sincère. D'accord. Ok. Bon, Ça marche. je t'appellerai l'année prochaine pour te dire si ça a marché. Laisse l'année. Ah, c'est pour l'année prochaine. Ouais, c'est pour l'année prochaine. Ok. C'est une plage très populaire ici. Tu veux m'offrir un café? Quelqu'un veut du café? Ça, c'est vraiment... La vie, elle est sympa à Batroun, hein. Les gens sont accueillants. Est-ce que monsieur, il vit de la mer? Les garçons, ils pêchent? Ils pêchent? Ils pêchent avec toi, tes enfants? Aussi? Oui, aussi. Il y a moins de poissons qu'avant. Hein. Il y a la pollution du port. Ils ont pêché à la dynamite. Ils ont jeté des déchets nocifs. Et aujourd'hui, il n'y a plus de poissons. Et vous? Est-ce que vous aimez aller à Beyrouth? Oui, j'aime aller à Beyrouth, mais une demi-heure, 1 heure, pas plus. Nous, on est comme les poissons, on ne peut pas vivre sans la mer. Là, on marche sur le nouveau port. Et le vieux port est là-bas. Il a été construit parce que l'ancien était devenu trop petit. Et on avait besoin de beaucoup plus de place. C'est une activité essentielle à Batroun, la pêche. Bien sûr, les nouvelles générations ont suivi des études, se sont spécialisées dans autre chose. Mais la pêche est restée très importante ici. Moi, par exemple, je continue d'y aller de temps en temps. À Batroun, on a la mer et la pêche dans le sang. En redescendant vers Beyrouth par la côte, je fais un crochet par la montagne pour aller voir les grottes de Jeïta. On m'a dit qu'elles étaient considérées ici comme un véritable trésor national. J'ai rendez-vous avec des amis du Spéléo Club du Liban. Ils m'ont organisé une visite très spéciale et ils m'ont promis de me montrer la grotte telle qu'elle avait été découverte pour la première fois. C'est tellement féerique qu'on a l'impression que c'est pas réel. Oui, c'est de la magie, donc. En fait, là, ce que vous me faites revivre, c'est ce qu'ont vécu les premiers spéléologues qui ont découvert cette grotte de Jeïta
Comment ça s'est passé? Ils les ont découvertes par l'eau? Bon, en fait, ils passaient par ici, quelqu'un a trouvé, peut-être il y a quelque chose là-haut. Ils sont arrivés comment? Ils sont arrivés comme nous, sur un bateau? Oui, au passé, ils utilisaient parfois des petites barques en bois, mais c'était pas ce type de bateau, Ouais. et parfois ils nageaient aussi. Donc il y en a un qui est peut-être arrivé de l'eau et ils ont commencé à explorer en se disant peut-être qu'il y a quelque chose au-dessus, mais ils ne savaient pas. Oui. Ouais. C'est toujours, on fait comme ça. On dit peut-être ici il y a quelque chose, donc on essaie de monter. Parfois on trouve et parfois on trouve rien. Est-ce que de temps en temps vous éteignez tout? Oui, on fait ça, oui, pour entendre la grotte. Et on sent la grotte, l'eau, l'humidité, C'est votre le truc. silence, oui, oui. Et surtout quand les autres ils travaillent à côté, j'éteins tout et je reste tout seul, donc c'est génial. Profite de ça. Ouais. Quand on voit toutes ces gouttes d'eau, donc on dit que bon, la grotte est vivante. On utilise ce terme, que la grotte elle grandit. Donc avec le temps elle grandit. Bien sûr. Alors on va aller voir si Samir est arrivé là-haut. Ah oui. C'est par là qu'il va arriver? Ah oui, c'est par là. Ça fait combien de profondeur pour aller d'ici jusqu'au lac? Bah, après 75 mètres. 75 mètres en 10 minutes. Et il y a beaucoup d'autres endroits comme ça au Liban? On est sûr qu'il y a plus que 400 grottes au Liban, grottes et gouffres au Liban. Donc, C'est un gruyère. C'est un gruyère, le Liban, c'est vrai. Et toi, tu as déjà découvert une grotte? Antélias. Ouais. Pas à Géita. C'est un rêve pour vous de faire une telle découverte. Oui. Au détour d'une conversation, mes amis spéléologues m'apprennent que la grotte de Géita est candidate pour devenir une des 7 nouvelles merveilles du monde. Une candidature soutenue avec passion par Nabil Haddad, le responsable du site. Pourquoi c'est si important ce prix pour vous? Ça serait un immense succès pour le pays. On associe toujours le Liban à la violence et aux bombes. Il y a aussi la beauté du pays. C'est ce que nous devons montrer au monde. Quels sont les autres sites concurrents? Il y a le Grand Canyon, il y a des îles, il y a le mont Kilimandjaro en Afrique et la forêt d'Amazonie au Brésil. On était 441 au départ. Aujourd'hui, on est finaliste. Et vous pouvez trouver dans cette grotte la plus grande stalactite du monde. Ah bon, la plus grande? Oui, elle fait 8,20 m de haut. Et dans cette grotte, la distance entre le niveau de l'eau et le plafond est de 108 mètres, ce qui équivaut à un immeuble de 36 étages. C'est magique. Oui, vraiment, c'est un miracle de la nature. Sur la montagne qui surplombe Beyrouth, se trouve le village de Bahamdoun, où on élève la vigne depuis l'époque des Phéniciens. Théâtre de combats violents pendant la guerre, le village revit aujourd'hui au rythme des vendanges grâce à Naji Boutros, revenu sur cette terre pour faire un vin qui porte un nom très symbolique, la Renaissance. Bienvenue à Bahamdoun. Bienvenue chez Bellevue. Attention, parce que... Ça va? Comment allez-vous? Bien. Mouah. Ouais, on s'embrasse, comme chez moi. C'est ici que vous avez passé votre enfance? Oui, j'ai passé mon enfance à Bahamdoun Oui. depuis l'âge de 5 ans. Oui. Et chez mon grand-père qui avait l'hôtel Bellevue. Et il avait les vignes, le grand-père? Il avait les vignes, il y avait le petit vignoble autour de l'hôtel. Mais c'était pas ton métier, vigneron, au Non. démarrage. Non, mon métier, c'était la banque d'affaires. J'étais Oula. banquier d'affaires à Londres. Donc un peu différent. Et puis pourquoi ce retour au pays alors? La banque, l'investissement pendant des années, mais c'était vide. Ma vie était vide. Vide de quoi? Vide de sens? Enfin, faire de l'argent, c'est bien, mais il faut toucher la vie des gens. Ouais.
Et ce village avait tellement besoin de ça. Pourquoi, dis-moi? Le village a vécu deux guerres. Hein. Et les 2 guerres n'ont pas duré plus de 2 mois. Mais c'était des guerres meurtrières pour décimer le village, pour arracher les vignes, détruire les maisons. Quand je suis rentré en l'an 2000, on a planté 100 différentes parcelles, 24 hectares en total. Est-ce que c'était une tradition de faire du vin dans ce pays, dans ce village? Non, mais moi, à mon enfance, je me souviens des vignobles partout dans ce village. Il y avait 2 mois de vendange. Waouh! Et c'était la fête tout le temps. Ah, j'imagine. Emma, oui. Je voudrais vous présenter Joseph. Joseph Khairallah. Bonjour. Joseph, responsable des vignobles et cœur de Bellevue. Est-ce que vous le connaissiez déjà? Quand il était gamin? Bah oui, je le connaissais. Oui. Vous me connaissez, peut-être j'avais quel âge, Joseph? Entre 7 et 8 ans, toi et ton frère Fadi. Un jour, je commence à planter et Joseph me dit, écoute, voilà les clés de mon magasin. Okay, moi, je ne veux plus travailler dans ce magasin qui est le sien. Je veux t'aider à replanter Phamdoun et j'ai besoin de rien de toi. Voilà. Ouais. Je suis très attaché, comme lui, très attaché à mon village. C'est beaucoup ce qu'on a fait, mais on doit faire beaucoup plus. J'aime mes terres. Ouais. J'aime mes plantes. Ce sont mes enfants. C'est ça. Alors, vous en avez planté combien d'enfants comme ça? Ah, bah dis donc, je ne sais pas combien ça fait, 50 000. Parle-moi de la qualité de la terre. Qu'est-ce qu'elle a de spécifique, cette terre de ton village-là? Il est très riche pour les vignes. Pour ça, nos parents, nos pères, nos grands arrière-pères, ils n'ont pas planté dans tous ces coins que de raisins. On n'a jamais utilisé qu'est-ce que c'est? L'engrais. L'engrais. Jamais. Jamais. Tout l'effort de Joseph, c'est l'équilibre entre la puissance et la qualité. C'est-à-dire, au lieu que je laisse une vingtaine ou trentaine de grappes, ben je laisse 8, 9. Et c'est là le côté artisanal de Bellevue. C'est parce que tu veux faire un très grand vin, en fait. On veut faire un très grand vin. C'est ça ton but. Nous élevons le vin pendant 2 ans dans ces barriques. Et on élève le monocépage, le Cabernet Sauvignon, le Merlot, le Syrah, le Petit Verdot, le Cabernet Franc, le Sauvignon Blanc et le Viognier. Et nous avons 38 cépages indigènes du village. Ah oui? Et c'est parce que le village a une histoire de 2000 ans de viticulture. Après 2 ans d'élevage, on procède à l'assemblage. Et c'est un grand jour pour nous quand notre œnologue choisit les, je sais pas, 40 à 50 combinaisons de vins possibles. Et on termine par 2 grands assemblages. La Renaissance, qui est notre assemblage bordelais. Ça, c'était le premier, non? C'est pas le premier que vous ayez fait, la Renaissance? C'est la première fois que le village renaît après 20 ans de guerre et de problèmes. L'un des événements les plus touchants pour moi, c'était le jour des premières vendanges. Joseph m'a dit la veille, il m'a dit, écoute, on va cueillir 10 tonnes. Je lui dis, Joseph, comment on va vendanger 10 tonnes? Il me dit, t'en fais pas. Petit à petit, je regarde le village. Les gens commençaient à descendre vers nous, avec Abdenour qui avait 92 ans, et qui pour lui, c'était la renaissance du village, avec des jeunes enfants de 5 à 6 ans qui vivaient ça pour la première fois comme je l'ai vécu dans mon enfance. Extraordinaire. Ouais. Et donc, j'espère que vous allez l'aimer. Voilà. Alors. Qu'est-ce qu'ils sont bons, dis-moi. Extraordinaire. Demain, la nuit est mon royaume. Je revivrai la légende du festival de Baalbek, symbole de l'âge d'or du Liban des années 60. Je visiterai l'antre du Béroutin le plus déroutant, l'empereur de la nuit, Michel Eleftheriades.
Je vais goûter l'humour libanais avec la troupe de comiques du cabaret Comedy Night. Et enfin, j'irai garer les voitures devant l'entrée du plus célèbre club beyroutain, le Sky Bar. Demain, je vous emmène dans les nuits de Beyrouth.